Bonjour à toutes et à tous. Alors, je cède immédiatement la parole à notre rapporteur Jean-Pierre Leleux sur ce sujet. Et après, à vous, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les liens entre la Fondation du patrimoine et le Sénat ont toujours été très étroits. Souvenons-nous que la Fondation a été créée en 1996 sur la base d'une idée de notre ancien collègue Jean-Paul Hugot, sénateur-maire de Saumur. C'est ensuite une initiative de notre ancien collègue Yann Gaillard qui a permis d'attribuer une fraction des successions en déshérence pour le financement d'actions de sauvegarde du patrimoine, particulièrement du patrimoine public non protégé au titre des monuments historiques. Nous ne sommes donc pas surpris que la proposition de loi de Mme Dominique Vérien que nous examinons aujourd'hui et qui vise à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine émane une nouvelle fois de la Haute Assemblée. Elle s'inscrit dans le cadre d'un nouvel élan en faveur du patrimoine que nous avons bien ressenti au sein de notre commission ces dernières années. Nous avons pu observer combien les Français apparaissent de plus en plus soucieux de la protection de leur patrimoine, comme l'a montré le succès du tirage spécial du loto, mis en place pour la première fois en 2018. Nous avons également constaté à quel point la restauration du patrimoine devenait un enjeu de politique publique, compte tenu du rôle clé que peut jouer le patrimoine pour l'attractivité des territoires, le développement économique, l'identité et la cohésion sociale. Or, la Fondation du patrimoine est devenue, depuis sa création il y a 23 ans, un acteur incontournable de la protection du patrimoine dans notre pays, aux côtés de l'État, des collectivités territoriales et des associations qui œuvrent également sur le terrain. Fondation de droit privé reconnue d'utilité publique en 1997, elle est chargée de mobiliser le secteur privé pour compléter l'action de l'État en matière de protection du patrimoine, centrée principalement, faute de moyens, sur les monuments historiques. Or, la Fondation apparaît aujourd'hui à la croisée des chemins. Depuis sa création, ses missions se sont élargies grâce à l'essor du mécénat suite à la loi du 1er août 2003. Une part centrale de son activité repose aujourd'hui sur l'organisation des souscriptions populaires en faveur de projets de restauration du patrimoine portés par les communes et les associations. Elle conclut de multiples partenariats avec des entreprises au niveau national et local pour faciliter la mobilisation des fonds privés en faveur de la sauvegarde du patrimoine. Elle s'est également vue confier l'an passé la gestion des recettes perçues sur le loto du patrimoine qui doivent financer la restauration des sites en péril identifiés comme prioritaires dans le cadre de la mission Berne. L'élargissement de ces missions n'est pas une mauvaise chose, tant les attentes en matière de protection du patrimoine sont multiples, mais il nourrit la crainte que la Fondation ne finisse par trop s'éloigner de ce qui constitue son cœur de métier. Je veux parler de la protection du patrimoine non protégé. Nous avons tous à l'esprit des images de ce patrimoine dit de proximité qui, sans justifier une protection au titre des monuments historiques, présente un intérêt artistique, historique ou ethnologique suffisant pour donner à nos territoires son cachet et rendre souhaitable sa conservation. C'est pour garantir la protection de ce patrimoine dont l'État ne peut pas se charger et qui est souvent entre les mains de propriétaires privés que le législateur a autorisé la Fondation à délivrer un label permettant de mieux l'identifier et d'inciter les propriétaires à le restaurer grâce à la déduction fiscale qui lui est associée et qui s'applique pour les travaux réalisés sur celui-ci. Dans le même temps, la Fondation n'a jamais fait usage de certaines prérogatives que lui avait confiées la loi, telle la possibilité d'acquérir des biens menacés de destruction, de dégradation ou de destruction pour en assurer le sauvetage à titre temporaire. Les raisons pour lesquelles la Fondation ne s'est pas lancée sur cette voie ne sont pas très claires. Une question d'ADN, m'a-t-il été répondu, une question de moyens aussi, sans doute. La Fondation du patrimoine n'a clairement pas ceux de la National Trust britannique qui lui servait à l'origine de modèle. Les recettes provenant du dispositif d'adhésion restent limitées. Celles provenant du produit des successions en déshérence se réduisent chaque année. La reconduction du loto du patrimoine au-delà de 2020 n'est, à ce stade, pas encore assurée. D'où les objectifs de cette proposition de loi que je résumerai ainsi. D'une part, redonner de la pertinence au label Fondation du patrimoine et d'autre part, redonner du souffle à la Fondation. La réforme du label constitue le premier axe de la proposition de loi. Il fait l'objet des articles 1 et 2.
La délivrance du label est aujourd'hui conditionnée au respect d'un certain nombre de critères fixés par une instruction fiscale, comme l'a dit Madame l'auteure, qui porte tant sur la nature du patrimoine éligible que sur les zones géographiques dans lesquelles le patrimoine peut être labellisé. L'instruction fiscale en a notamment restreint l'octroi en l'orientant vers la sauvegarde du patrimoine rural. Lors des 2 contrôles de la Fondation du patrimoine qu'elle a effectués pour son rapport public annuel en 2013 et pour son rapport sur le soutien au mécénat des entreprises en 2018, la Cour des comptes a préconisé une adaptation du dispositif du label pour permettre à la Fondation de mieux soutenir le patrimoine non protégé dans son ensemble. Après avoir souligné en 2013 la nécessité de, je cite, « mieux prendre en compte le patrimoine non protégé urbain et industriel » dans le cadre du label, elle a recommandé, dans son rapport de 2018, d'en modifier le périmètre d'application et de rechercher une meilleure répartition territoriale des labels pour assurer davantage d'équité. Sur la base de ces observations, la proposition de loi opère 2 modifications relatives au label. À l'article 1er, elle délimite un nouveau périmètre géographique en autorisant la labellisation dans les communes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites protégés au titre de l'environnement. Il ne vous a pas échappé que cette délimitation a beau assouplir les règles fixées par l'instruction fiscale, elle n'en reste pas moins plus restrictive que les dispositions législatives en vigueur qui font référence à un label en faveur du patrimoine non protégé sans aucune condition de délivrance. J'estime néanmoins qu'il ne serait pas raisonnable de supprimer l'ensemble des conditions fixées par l'instruction fiscale. Pour en revenir à la lettre de la loi, il en résulterait une augmentation massive du coût de la dépense fiscale préjudiciable aux finances publiques qui pourrait fragiliser à terme le maintien de l'avantage fiscal en question, ce qui n'est pas souhaitable. Cet avantage constitue sans doute le facteur déterminant pour le dépôt par les propriétaires d'une demande de label. Dès lors, que penser du seuil des communes de 20 000 habitants retenu par la loi ? Retenir pour seul seuil les communes de moins de 20 000 habitants présenterait l'avantage de couvrir l'ensemble du territoire à dominante rurale, y compris les petites villes exerçant sur les zones rurales une forte influence. Il permettrait également au label de devenir un instrument au service de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Il pourrait ainsi concerner plusieurs villes sélectionnées dans le cadre du plan Action Cœur de Ville. Il pourrait également être mobilisé dans le cadre du programme d'appui aux petites centralités que le ministère de la Cohésion des Territoires devrait lancer dans les prochains mois. Le coût de la dépense fiscale ne serait pas négligeable tout en restant modéré. Dans l'hypothèse où la Fondation doublerait d'ici 2023 le nombre de labels qu'elle octroie chaque année, le surcoût pour les finances publiques serait de l'ordre de 5,5 millions d'euros. Cette dépense fiscale pourrait par ailleurs être compensée par les recettes de TVA perçues sur les travaux de restauration entrepris à la suite de la délivrance du label. Point important, la Fondation du patrimoine m'a indiqué être en mesure de doubler le nombre de labels qu'elle délivre chaque année. C'était une garantie qui me paraissait nécessaire pour éviter que la protection du petit patrimoine rural ne se retrouve marginalisée par l'extension du périmètre d'application. Elle a assuré que l'augmentation de la délivrance de labels n'aurait pas d'impact sur son activité en matière de souscription. Elle a insisté sur le fait qu'elle pourrait piloter la délivrance des labels de manière à assurer une meilleure répartition géographique des labels octroyés et garantir que la protection du petit patrimoine rural reste assurée. Je vous proposerai néanmoins plusieurs amendements pour préciser la rédaction de l'article 1er, renforcer la qualité du label et surtout garantir que le patrimoine rural ne soit pas victime collatérale de l'extension du périmètre géographique. J'en viens maintenant rapidement à l'article 2 qui prévoit expressément que les parcs et jardins et le patrimoine industriel sont bénéficiaires du label. Concernant les parcs et jardins, j'y suis d'autant plus favorable que cette précision correspond à l'intention du législateur au moment de la création de la Fondation. En 1996, les parcs et jardins ainsi que les sites naturels avaient été cités comme des bénéficiaires potentiels du label dans les débats. En revanche, l'introduction dans la loi d'une référence spécifique au patrimoine industriel me paraît présenter un danger réel d'exclure, à contrario, d'autres formes de patrimoine qui ont vocation à être protégées par le label, par exemple le patrimoine de la reconstruction, le patrimoine du XXe siècle, pour ne citer que quelques exemples. Les autres articles de la proposition de loi tendent, à mes yeux, à redonner du souffle à la Fondation du patrimoine.
L'article 3 réforme la composition de son conseil d'administration et en réduit l'effectif pour faciliter l'organisation des débats et la prise de décision. La composition qu'elle prévoit reste très dérogatoire à celle des fondations reconnues d'utilité publique, avec une majorité de sièges octroyés aux représentants des entreprises privées, les fondateurs auxquels s'ajoutent les mécènes et des personnes qualifiées toujours nommées par des ministères. Je vous proposerai là aussi une série d'amendements destinés à rapprocher, dans la mesure du possible, la composition du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine de celle des fondations reconnues d'utilité publique et à améliorer la représentation des partenaires les plus essentiels de la Fondation en son sein. Les articles 4 et 5 visent à améliorer les capacités financières de la Fondation. L'article 4 l'autorise à bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d'entreprise pour lui permettre de diversifier ses ressources financières. L'article 5 vise à lui permettre de réaffecter près de 10 millions d'euros qu'elle a collectés à l'occasion de souscriptions du mécénat populaire pour des projets aujourd'hui achevés ou devenus caducs et qui se trouvent aujourd'hui immobilisés dans ces caisses, faute de dispositions précises fixant les conditions dans lesquelles elle peut procéder à cette réaffectation. Cet article soulève néanmoins un certain nombre de problèmes juridiques du fait qu'il remet en cause les termes de contrat passés entre la Fondation du patrimoine et des maîtres d'ouvrage. Il me paraît important qu'une solution puisse être trouvée, car la situation actuelle dans laquelle des dons qui ont bénéficié d'une défiscalisation seraient immobilisés plutôt que de servir l'intérêt général est tout simplement inacceptable. Je vous présenterai tout à l'heure un certain nombre d'amendements qui portent sur plusieurs articles de cette proposition de loi. J'ai été guidé dans mon travail par deux objectifs. Le premier objectif, c'est de conforter la mission de la Fondation en matière de protection du patrimoine de proximité. J'estime en effet que c'est dans ce domaine que l'action de la Fondation est aujourd'hui à la fois la plus décisive et la plus attendue. Avec la disparition de la réserve parlementaire en 2017, les communes, en particulier les communes rurales et les associations, ont perdu un outil qui contribuait chaque année à la restauration du petit patrimoine. Je crois important que la Fondation ne se détourne pas de sa mission première, qui demeure la protection du patrimoine de proximité. Le second objectif, c'est d'essayer d'aligner davantage la Fondation du patrimoine sur les statuts types des fondations reconnues d'utilité publique lorsque sa mission ne justifiait pas de dérogation particulière. Et j'espère que vous souscrirez à ces deux objectifs principaux et je vous remercie.